Bonjour à tous. Mon rôle va être très simple ce matin. Je vais vous faire une petite introduction générale, mais après, je vais surtout essayer de poser les bonnes questions à un panel de très haut niveau. Et je remercie chacun de ses membres d'avoir bien voulu venir et répondre aux questions qui préoccupent, je pense, toute la salle. Cette première table ronde, nous allons la centrer sur une problématique assez générale, sur l'environnement des entreprises françaises et plus spécifiquement sur leurs conditions de financement. Est-ce que cet environnement facilite ou au contraire est un frein à la croissance ou au retour de la croissance que nous espérons tous? Est-ce qu'il y a des actions à mettre en œuvre afin de nous assurer que les entreprises qui ont des projets de financement puissent aisément financer leur activité? Une crainte qu'on entend souvent en France ou dans d'autres pays en ce moment, c'est l'impact des régulations prudentielles bancaires qui, demandant davantage de fonds propres, progressivement peuvent avoir évidemment comme conséquence de limiter la croissance ou de limiter le crédit bancaire, surtout dans un pays comme la France dont traditionnellement les entreprises fonctionnent très largement à partir de ce crédit bancaire. Est-ce que face à cette possible évolution, les marchés de capitaux, les marchés financiers peuvent prendre le relais? C'est une question qu'on se pose d'une manière croissante. Le contexte européen, dans ce cadre, est compliqué. La croissance, pour l'instant, est plutôt très faible, même s'il y a des différences entre pays. Pourtant, le système bancaire et financier semble assez stabilisé. L'union bancaire est en marche. L'Asset Quality Review est derrière nous. Beaucoup de réformes sont déjà intervenues. Est-ce qu'il y en a encore d'autres à réaliser? C'est une question aussi que je poserai à nos invités. En France même, les signaux sont assez contradictoires. Certains sont plutôt positifs. Les banques, quoi qu'on en dise, le crédit bancaire continue à croître, même si c'est à un rythme très modéré. Les études de la Banque de France nous montrent qu'il n'y a pas vraiment de rationnement de ce crédit bancaire. Et par ailleurs, depuis 12 mois environ, les levées de fonds par la bourse, par les marchés de capitaux en actions sont redevenues significatives. On a eu aussi beaucoup d'IPO depuis 12 mois environ, de petites et de moyennes entreprises d'une certaine envergure, même si on a observé un petit coup de frein, si je peux utiliser ce terme, autour de la mi-octobre. Par ailleurs, le marché obligataire également, les émetteurs obligataires ont été très nombreux et le marché obligataire s'est étendu des grandes entreprises vers des entreprises de taille plutôt moyenne. Maintenant, on a toujours un certain nombre d'inquiétudes ou de préoccupations. Par exemple, est-ce qu'il n'y a pas un écart entre les grandes entreprises et les PME en matière de conditions de financement? Les problèmes de compétitivité de nos entreprises en France, c'est un vrai souci. L'absence de projets de financement, de dynamisme de l'investissement est également une énorme question. Voilà les questions très simples que je vais poser à nos invités, en élargissant peut-être également à la fin sur d'autres facteurs d'influence dans cet environnement. Je pense en particulier à l'instabilité juridique et fiscale ou aux problèmes de plus de compétitivité eux-mêmes. Ce climat en demi-teinte que je décris, dans lequel vont s'inscrire nos débats, je compte aussi sur nos invités pour présenter un verre, comme d'habitude, plutôt à moitié plein qu'à moitié vide, et en essayant aussi donc de faire comprendre est-ce qu'il y a ce paradoxe apparent entre l'abondance des outils de financement qui sont à notre disposition et qui ont l'air de fonctionner aujourd'hui, et la faible croissance et le faible investissement que l'on observe. Est-ce qu'il reste donc des leviers à disposition des pouvoirs publics, des régulateurs français, mais aussi européens, bien sûr? Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce qu'au niveau des acteurs privés également, est-ce qu'il y a des choses à faire, à compléter, à améliorer pour créer un environnement plus efficace pour le financement des entreprises et pour la croissance? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai la chance d'être accompagné d'abord à ma droite par M. Heng Seng Hang, que je remercie. Il est venu de Londres, mais en fait, il vient de Singapour, puisqu'il est le président Europe d'un grand fonds souverain singapourien, et qui aura donc, on aura la chance d'avoir un regard et un point de vue extérieur à nos débats par rapport à ce point de vue d'un grand investisseur international d'origine de Singapour.
Je continue à droite avec Pierre Delauzin. Je remercie infiniment Pierre Delauzin qui, vraiment, à la dernière seconde, a bien voulu remplacer Marianne Barbalayani. Mais comme Pierre, comme vous le savez, est aussi délégué général de la MAFI, mais aussi directeur général délégué de la Fédération bancaire française, il sera parfaitement habilité, je pense, à exprimer un point de vue des banques. Je ne présente pas Nicolas Dufour, que directeur général de la Banque publique d'investissement, la BPI, que je remercie d'avoir bien voulu venir. Notre Européen, c'est Olivier Guersan, que vous connaissez certainement, qui est directeur général adjoint à la DG Markt à Bruxelles, à la Commission européenne. Et enfin, Denis Ranck, qui représente peut-être plutôt les grandes entreprises, puisqu'il a été pendant longtemps patron de Thales, et qu'aujourd'hui vous êtes président du conseil d'administration d'Airbus, mais aussi président du haut comité de gouvernement ou de gouvernance d'entreprise français. Je commence donc en m'adressant à Olivier Guersan. J'ai parlé du contexte macroéconomique, des éventuelles difficultés de financement des entreprises en France et en Europe. Comment vous voyez à cause d'une possible difficulté d'accès au crédit bancaire? Comment est-ce que vous voyez cet environnement d'un point de vue de la Commission européenne? Nous avons dû rendre les banques plus sûres, c'est-à-dire leur faire prendre des leviers moins importants, améliorer la qualité de leur capital, améliorer leur ratio de liquidité, probablement au plus mauvais moment. Mais il fallait le faire parce que nous faisions à une crise bancaire sans précédent, en tout cas sans précédent depuis très longtemps, et donc nous n'avions pas le choix. Mais cette stabilité retrouvée, vous avez parlé du Comprehensive Assessment de la BCE, qui le démontre et qui rassure les marchés et qui crée les conditions pour que les financements reviennent, elle est venue à un coût. Et ce coût, vous pouvez l'appréhender de manière extrêmement simple. Aujourd'hui, les encours de crédit à l'économie en zone euro sont environ 40% moins élevés qu'avant la crise. 40% moins élevés. Donc on est à 60%, c'est tout à fait considérable. C'est tout à fait considérable. Et c'est extrêmement inéquitablement réparti. Parce que vous l'avez dit, en France, par exemple, les encours de crédit à l'économie ont cru de manière continue, sauf peut-être en 2011, je ne me souviens pas, mais s'ils n'ont pas cru, ils sont restés stables. Mais ils croissent d'à peu près 2% par an. Alors, ce n'est pas formidable si vous comparez à l'avant-crise, mais enfin, ils n'ont pas régressé. Et donc en France, on peut dire que le problème est plutôt... Enfin, il y a une étude il y a 9 mois de la BCE qui démontrait que si vous étiez une PME située en France ou en Allemagne, eh bien, vous aviez 100% de vos besoins d'investissement, à condition qu'évidemment votre business model soit bon, qui était satisfait par du crédit bancaire à un taux extrêmement avantageux. La même PME située en Espagne ou au Portugal, elle voyait uniquement 40% de ses demandes satisfaites en moyenne, à un taux beaucoup plus élevé. Et puis lorsque vous arriviez en Grèce, vous étiez à 20% à des taux insoutenables. Donc on voit bien que la situation est très contrastée, les problèmes qui se posent sont différents, et probablement les besoins en financement sont différents, on y reviendra plus tard je suppose. Moi je ne suis pas convaincu par exemple que le gros problème du financement des PME en France aujourd'hui, ça soit d'avoir plus de crédit bancaire. On reviendra là-dessus plus tard, effectivement. Je me tourne maintenant vers notre banquier, qui est Pierre Delauzin. Est-ce que vous partagez l'analyse que j'ai présentée et celle d'Olivier Guersan, d'un point de vue plus microéconomique, donc? Est-ce que les banques françaises sont toujours prêtes à financer les entreprises françaises? Est-ce que vous voyez des écarts entre le financement d'un point de vue bancaire des grandes et des petites ou très petites entreprises? Oui, la situation change, non pas en possibilité d'accès, parce qu'effectivement, je ne peux que confirmer les chiffres et l'analyse, c'est-à-dire que le crédit continue à croître en France, donc à 1 ou 2% selon les ans, ce qui est bien meilleur que ce qui se produit dans toute la partie sud de l'Europe. Deuxièmement, la satisfaction des demandes est extrêmement élevée, puisque pour les crédits d'investissement, plus de 9 sur 10 obtiennent le crédit qu'ils avaient demandé.
Et ceci est vrai aussi pour les TPE et PME. Donc il n'y a pas sur ce plan-là de différenciation. Les taux sont extrêmement bas, avec même des marges qu'on peut critiquer dans l'autre sens comme étant insuffisantes. S'il y avait quelqu'un de la Banque de France, je pense qu'il soutiendrait ce point de vue. Donc l'ensemble des signaux est positif. Alors pourquoi il y a une demande insuffisante? Nous le savons, parce que de façon générale, la croissance de l'économie est faible et d'autre part, les marges des entreprises sont à la fois françaises, sont à la fois en baisse et sensiblement plus faibles que celles qu'il y a en Allemagne ou même en dehors de la zone au Royaume-Uni. Donc il y a des causes assez structurelles. Alors on dirait que c'est quand même un peu bizarre que les banques soient tout le temps à râler à cause des problèmes de ratio et qu'elles arrivent quand même à prêter. Alors il y a en partie évidemment la demande, mais il y a aussi le fait que les banques françaises étant relativement beaucoup plus grosses par rapport aux autres banques de la zone euro prises en général, ont une capacité d'ajustement et ont donné clairement la priorité à l'économie française. Donc la contraction relative de bilan ne se traduit pas au niveau français. Il ne faut quand même pas oublier que, comme les couteaux suisses, il y a plusieurs lames qui se suivent. Et là, on a commencé par une première lame de régulation prudentielle. Il y en a d'autres qui continuent à arriver ou dont les effets se font sentir petit à petit. Donc on ne peut pas dire que l'ensemble du couteau est déployé. Il y a d'autres choses qui vont venir et tout ça jouera toujours dans un sens de restriction. Donc le signal envoyé par le régulateur est extrêmement fort et il est sur la contraction des bilans. Est-ce que c'est mauvais? Non. Comme l'a dit Olivier Garçon, il fallait réduire le niveau de levier beaucoup trop élevé qui était celui d'avant la crise, mais ça veut dire qu'il faut s'adapter. Adaptation, ça veut dire, comme maintenant, je crois que tout le monde le sait, un rôle beaucoup plus grand pour les marchés. On a constaté ça en France, puisque la France déjà avait plus recours au financement de marché que les autres pays continentaux. Elle n'était absolument pas sur le modèle américain inverse, mais là où les modèles des autres pays européens étaient sur 80 à 90% de crédits bancaires, on était en dessous de 80 déjà. Maintenant, on est à 60 et quelques % de financement bancaire et donc presque 40% de financement par le marché. Ce qui veut dire que le financement par le marché s'est accru très sensiblement. Alors, bien entendu, il s'est accru très sensiblement, fondamentalement, sur les grandes entreprises qui y ont beaucoup plus accès. Et comme vous le savez, nous tendons à avoir une structure plus duale que dans d'autres pays où les grandes entreprises sont puissantes, très internationales, très efficaces. Elles ont une capacité à se redéployer et à utiliser les opportunités du marché que les autres n'ont pas. Donc le principal travail va être celui-là, faciliter l'accès des autres. D'accord. Cette évolution que vous retracez, c'est surtout sur l'obligataire qu'on l'a vu statistiquement. Elle est très impressionnante sur un certain nombre d'années. Oui. Let's now switch into English and I will ask to Heng Sang Ang. I remind you that GIC is one of the world's largest global investors with more than $100 billion of assets invested worldwide. For our French audience, could you please tell us what is your asset allocation regarding Europe and regarding most especially France? Hi, good morning. Well, GIC manages a balanced portfolio across the public market, private markets, and across the capital structure. We do not have really fixed top-down allocations by region or by country. It's much more a bottom-up investment process. Across Europe right now, it accounts for about 25% of our total exposure globally. And out of that, France is about 20% of that, or roughly about 5%, which is the second largest country by exposure in Europe. So, and from your perspective, is it so easy to invest, or what are the advantages or disadvantages to choose and to invest in a French company? Well, I would say France offers a very good investment environment for us. I mean, this is a market that has got debt and liquidity. The legal framework is robust, and the restrictions on foreign investments is rare. It's that you are not locked out of many areas. So it's a pretty free, open market, and this is the kind of environment that we as international investors like.
So if you look at our investments here in France, through the crisis, we have more or less maintained our presence here. And in recent years, in fact, in dollar terms and in percentage terms, it has actually even crept up a bit more. And we are prepared to invest more here in France if we can find the right projects at the right valuations, which is a bit tough in today's environment given the pretty elevated elevations and high competition for some of the deals that are available. And of course, the more subdued growth outlook makes it a little bit harder for the return numbers to work in some of the cases where we've seen. I would just maybe just touch on 3 more specific experiences that we have and highlight what we've seen. In the infrastructure space, we have quite recently made a most significant investment in Total's gas distribution and storage network. Our experience so far in this space here has been good, that the regulation that you have for infrastructure is more stable and investor user-friendly. And it's been a better experience than what we've seen in some other countries in Europe, Spain, some changes that are unexpected, even in Norway, even in UK. So that's a plus. I would say, point number 2, investing in France is not the challenge. It's like I said, the environment provides for relatively easy way of investing by foreign investors. I would say that it is the next step that could be a bit challenging at times, trying to manage your costs and improve productivity, given some of the rigidities in the system, given the extensive rights that you have for labor rights and some of the pretty entrenched benefits. It consumes a lot of management resources and time. It's not that things cannot be done here, but it takes time, and of course those prolonged processes that we have to go through could result in an impact on the profitability and competitiveness of the companies that we invest in. So that's one comment that I will make. Yeah, Yep. Merci pour ce message positif, même s'il y a des nuances importantes et intéressantes. Je me tourne maintenant vers Denis Ranck. Vous êtes, comme je l'ai dit ici, plutôt en tant que représentant de grandes entreprises. De ce point de vue, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces obstacles au développement des grandes entreprises? Et une question peut-être plus générale aussi à cet égard. Est-ce qu'il vaut mieux, à votre avis, pour une grande entreprise aujourd'hui, du point de vue des financements, avoir son siège en France ou dans un autre pays européen? Merci. Vous avez dit qu'il fallait balancer le verre à moitié plein et à moitié vide, mais vous m'interrogez sur les obstacles à la croissance, donc le verre va forcément à moitié vide, enfin plus qu'à moitié vide, puisqu'on parle des obstacles. Je parlerai surtout des grandes entreprises, effectivement, pour commencer à dire que pour une grande entreprise, qu'elle soit basée en France ou son siège en France, la finance n'est pas un obstacle aujourd'hui. Elle l'a été évidemment dans les périodes intenses de la crise, quand il y avait plus de banques et plus de marchés et virtuellement plus de banques dans la première crise post-subprimes, mais elle ne l'est plus aujourd'hui en période normale de marché. Je crois qu'on parlera tout à l'heure des PME plus spécifiquement. Donc les principaux obstacles de développement d'entreprises en France sont clairement ailleurs. Évidemment, ils sont nombreux, c'est dur de faire une synthèse, mais s'il fallait faire une synthèse en 3 points pour être conforme à l'esprit français, je dirais le premier point est quand même à tout bien peser l'environnement réglementaire. Je crois que globalement, notre vieux pays a accumulé des contraintes de toutes sortes autour des entreprises, largement alimentées par le fait que dans notre pays, l'État est tout puissant et a joué un rôle très important, plus qu'ailleurs dans l'économie. C'est surtout la sédimentation des choses qui est problématique. Prenons le Code du travail, par exemple. La France est un pays dans lequel les syndicats sont faibles, relativement. Ils sont mal financés par leurs adhérents. Ils ont peu d'adhérents. Donc la puissance publique vient, en gros, régulièrement au secours du dialogue social, si je puis dire, parfois s'y substitue, et il est impossible de revenir en arrière sur quoi que ce soit. Donc ça fait des années qu'on parle de simplification du Code du travail. En gros, rien n'a été fait, et ça devient un obstacle majeur, parce que là, ça touche les grandes et les petites. Les petites parce que tout simplement, elles ne peuvent pas suivre.
Quand on ne peut pas se payer un DRH, on est à peu près sûr d'être en infraction permanente sur le Code du travail. Et pour les grandes entreprises qui, naturellement, sont très scrupuleuses à le suivre soigneusement, eh bien, il faut des coûts internes et des conséquences de lourdeur très particulières. Les normes d'environnement sont très variables selon les entreprises aussi, en termes d'environnement au sens de la pollution. Notre pays a été assez exemplaire d'ailleurs pour démarrer beaucoup plus tôt que les autres des actions locales. On ne parle plus en France de pollution, on parle des poussières industrielles. Les poussières viennent plutôt d'ailleurs. La pollution des eaux est largement réglée. Bien sûr, il y a le problème du CO2, mais lui, il est mondial. Et à cet égard, juste une petite remarque. Nous avons dans notre Europe, là je me tourne vers Olivier, qui verra passer le dossier à un moment donné, cette idée de vouloir être plus en avance que les autres, avec cette impression que parce que nous sommes en avance sur les normes, parce que nous engageons plus que les autres à réduire le CO2, on développera l'économie européenne. Je crois que c'est une erreur. Il est important que la France montre le mouvement en la matière, mais il ne faut pas vouloir aller plus vite que nos compétiteurs. Voilà un autre exemple de charge que nous ne pourrons pas supporter. Alors, le deuxième facteur sont clairement les facteurs de coût. Finalement, pas tellement les salaires, même si les salaires en France ont augmenté plus vite que la productivité, ce qui peut être un souci. Ce qui va l'être d'autant plus d'ailleurs que nous sommes en période d'inflation zéro, ou presque, et que, là encore, le Code du travail nous impose une négociation annuelle obligatoire des salaires. C'est assez singulier, ça arrive qu'en France. Comment aborder une négociation obligatoire avec l'idée de faire une augmentation zéro ? Il n'y a rien à négocier. Donc là encore, il y a conflit entre ce qui serait une sagesse économique, qui serait certainement de modérer très sérieusement la croissance des salaires en France par rapport à celle qu'elle a connue en Allemagne, par exemple. En gros, ce sont des cycles opposés. Les salaires repartent en Allemagne, en tout cas la demande repart, alors qu'en France, il faudrait la modérer. Voilà un deuxième exemple. Beaucoup plus que les salaires eux-mêmes, qui après tout génèrent de la consommation. Le niveau des charges est clairement un problème en France. Il est parfaitement anormal que ce soit l'entreprise et le coût du travail qui finance des régimes de solidarité nationale. Autant on peut comprendre que le chômage soit financé par le travail, autant on peut comprendre que la retraite soit financée par le travail, autant les politiques familiales ou même de santé n'auraient pas de raison d'être financées par le coût du travail. Donc des premiers pas sont faits dans cette direction, mais par le gouvernement, mais ils sont bien modestes par rapport à l'ampleur du problème. Et surtout, ils viennent encore complexifier. C'est-à-dire que plutôt que de simplement réduire ces charges, on les a transformées en autre chose. Le CICE, c'est très bien, mais c'est une nouvelle complexité pour résoudre un problème. On en a finalement, je n'ai pas créé un autre, mais on a créé une complexité accrue. Et enfin, je ne suis pas sûr du tout que le ciblage du CICE vers les emplois de plus basse rémunération soit stratégiquement pertinent. Peut-être qu'à court terme, économiquement, c'est une bonne idée parce que le levier de création d'emplois est plus fort. Mais pourquoi aider les emplois les moins qualifiés à un moment où tout le monde sait qu'il faut au contraire privilégier les entreprises qui vont tirer vers le haut notre économie, vers le haut de gamme, et donc vers des salaires qui concernent des salaires bien plus élevés. Autrement dit, pourquoi aider le secteur protégé alors qu'il faudrait peut-être d'abord venir au secours du secteur exposé, ou au moins être neutre. Si on avait simplement réglé le problème, on aurait été neutre. Voilà. Et dernier point, pardon d'être un peu long, mais la question est vaste. Je crois que fondamentalement, à la source de tout ça, nous avons un problème culturel. La France ne connaît pas l'économie, n'aime pas l'enrichissement, parfois même n'aime pas le succès. Et beaucoup des mots que je viens de décrire viennent profondément de là. Il est extrêmement important, extrêmement positif que les responsables politiques aient pris, je crois, maintenant la juste mesure de ce point. Il a fallu attendre tout récemment pour entendre un ministre des Finances ou le Premier ministre, tous les deux l'ont dit, que quand j'aide l'entreprise, je n'aide pas le patron, j'aide l'entreprise. Et l'entreprise, c'est le lieu de rassemblement de capitaux, de travail, de salariés, de clients et de parties prenantes extérieures. Donc, mais quel chemin reste encore à parcourir pour que notre pays reconnaisse que l'entreprise est la source de toutes les richesses? Merci pour cette réponse. C'est vrai que la question était très vaste. Une autre question peut-être plus spécifique. Je sais que vous êtes aussi administrateur de petites sociétés en matière de financement. Est-ce que c'est facile de lever des fonds
pour une petite société aujourd'hui? Mon expérience est très modeste. Je suis actionnaire principal d'une start-up informatique. C'est un bon exemple. Donc, je suis loin d'avoir un échantillon, contrairement aux entreprises que j'ai fréquentées plus longtemps. Donc, autant je pense que pour l'entreprise grande et moyenne, le financement n'est plus un problème. Autant je pense que pour la PME, il le reste. Dans l'exemple que je connais, voilà une PME qui a fait des résultats équilibrés depuis le départ, ce qui, après tout, avec une très forte croissance, est une bonne nouvelle. Nous ne sommes pas une PME de la pharmacie qui fait des pertes pendant de nombreuses années avant d'avoir des très grands succès. Nous irons sans doute moins vite. Mais une entreprise comme ça ne peut pas financer son fonds de roulement par du crédit bancaire. Alors bien entendu, nous n'avons pas d'actifs, parce que nous sommes informatiques. Donc, à défaut d'actifs, notre fonds de roulement est entièrement financé en fonds propres. Ouvrir une ligne de crédit, une ligne de crédit de découvert bancaire est impossible. Elle est réduite à un facteur très faible. Nous n'arrivons même pas à avoir un crédit bancaire qui soit une fraction de ce que l'État nous doit des créances sur l'État. Je me tourne maintenant vers Nicolas Dufourcq. Nicolas, tu es patron de la BPI depuis sa création, 2 ans maintenant. Quel est par rapport à tout ce que tu as entendu autour de cette table ronde, qu'est-ce qu'offre la BPI? Est-ce que tu partages les constats entendus sur les conditions de financement des entreprises et surtout des PME? Est-ce qu'il y a un manque de projets d'investissement en France? Est-ce qu'il y a suffisamment de financement? Qu'est-ce qu'apporte la BPI? Tu viens de poser 7 questions à la filée, là. Alors, mais je commence par une transition avec ce que disait Denis. Sur sa petite société informatique, vous me donnez le nom tout à l'heure, parce que dans la gamme de produits de BPI France, le produit qui explose littéralement aujourd'hui, puisque cette année on est en croissance de 75% par rapport à l'année dernière, qui était déjà en croissance de 40% par rapport à l'année d'avant, ce sont les prêts sans garantie, justement. On appelle ça des prêts de développement. C'est des prêts qui sont entre 1 et 10 millions d'euros, 7 ans, 2 ans de différé de remboursement, 0 garantie, ni sur l'entrepreneur, ni sur l'entreprise. La seule condition, sauf pour un prêt particulier, c'est que l'entreprise soit profitable. Mais comme vous dites qu'elle l'est, on va aller la voir. Voilà. Et donc ça représente quand même cette année 2 milliards d'euros de prêts. Et à chaque fois qu'on fait un prêt comme celui-ci, il faut en effet qu'en face, une banque fasse un prêt d'un montant comparable. C'est la règle cardinale chez BPI France du 1 pour 1 et du cofinancement. Alors, il peut arriver en effet que nous, on est tout à fait prêts à faire notre prêt, mais qu'on ne trouve pas la contrepartie bancaire. Bon. À ce moment-là, intervient un autre outil de BPI France qui est la garantie, l'ex-Sofaris. Ici, il y a des anciens de Sofaris, j'imagine, où on garantit à 60, 70, parfois même 80% des crédits accordés par nos partenaires bancaires commerciaux. Et c'est ceci qui fait qu'on arrive quand même, je trouve, à couvrir l'essentiel des situations. Là, j'étais hier à Saint-Étienne, avant-hier, j'étais à Bordeaux, et ce soir, on fait un meeting d'entrepreneurs à Paris. On termine une sorte de tour de France de 35 villes. C'est une banque de forains. On a notre caravane, et on aura vu 12 000 entrepreneurs. On a commencé le 3 juin, on termine le 3 décembre. Et alors, le paysage, j'ai envie de dire, il est le suivant. C'est-à-dire qu'on a une richesse humaine extraordinaire dans le pays. On avait fini par l'oublier. On entendait parfois dire qu'entre les Ardennes et le Tarn, il n'y avait plus que du gazon. Bon, c'est totalement faux. Il y a une population d'entrepreneurs absolument exceptionnelle. Ils ont tous des projets. Par nature, sinon ils ne seraient pas entrepreneurs. Ils ont des rêves fous même. Simplement, ils sont posés sur le bureau. Et si le banquier ne va pas les voir en tête à tête, en porte-à-porte, et cette année on aura fait 75 000 porte-à-porte avec nos équipes, pour leur dire, attends, mais tu vas attendre encore combien de temps pour le faire ton projet? Tu ne vas pas attendre 2018, on va le faire maintenant, on te le finance, on peut, en equity, en quasi-equity, en dette sans garantie, en crédit bail matériel, la boîte à outils est pleine. Et donc allons-y, quand on fait ce travail-là, comme par hasard, l'entrepreneur se remet à investir. Donc il y a une dimension psychologique qui est absolument massive. Autrement dit, en France, il n'y a pas de crédit crunch. Il y a eu un psychologie crunch, et ça se traite, le crunch psychologique. Ça se traite, encore une fois, comme un médecin de campagne traite ses patients. Un banquier, aujourd'hui, ça doit être un banquier de terrain, ça doit être le médecin de campagne de l'entrepreneur. Il ne faut jamais oublier que l'entrepreneur, comme le disait Denis, il est dans une solitude totale. Et donc, il doit comprendre la fiscalité, il n'y comprend rien. Il doit comprendre le droit du travail, il ne comprend rien. Il doit aller à l'export, il n'a pas de numéro 2 quand il voyage, qui traite la boutique. Donc, c'est extrêmement difficile. Ces gens-là sont des héros. Parfois, je dis même des galériens. Et donc, mais ce n'est pas pour ça qu'ils n'ont pas de projet. Ils ont des projets. Et in
ne se posent pas la question de savoir si le cycle va repartir ou pas. Ils ne s'intéressent qu'à leurs produits. Hier, je voyais le patron de la société Olot, c'est une très belle société qui fait des élévateurs. Bon, la croissance française cette année, elle est de 0, quelque chose. Lui, dans les élévateurs, vous savez, les nacelles, il va être à 25% de croissance cette année. Vous passez ensuite à un autre que j'ai visité hier matin. Il est dans la forge. Il fait des essieux. Il est en croissance de 20% sur le marché allemand, qui n'est pourtant pas un marché horriblement dynamique aujourd'hui. Et donc, produit par produit, si vous voulez aller chercher la croissance, vous la trouvez. Donc, notre rôle de banquier, BPI France, c'est d'accompagner les communautés bancaires dans tous les territoires, de terminer les poules ou même d'initier des poules bancaires pour permettre à des entrepreneurs de redémarrer. Et c'est encore une fois individu par individu qu'on le fait. Notre gamme de produits, j'en termine peut-être par là, c'est les prêts sans garantie, ça c'est absolument massif et ça va devenir le cœur nucléaire de la promesse de valeur de la banque. C'est le financement de l'investissement. On est cette année en croissance sur le financement du crédit bail matériel de 26%. 2014 sur 2013, BPI France. Et ça dit quelque chose quand même, parce que l'investissement français, il est stable. Mais on est en croissance de 26% sur le matériel. On fait du crédit bail immobilier. Et là, je crois qu'il faut dire que c'est vrai, quand on regarde ce qui passe en dossier dans les comités d'engagement de la banque, il y a beaucoup d'immobilier. Ça, c'est pas très satisfaisant. Il n'y a pas assez de grues qui montent. Il y a beaucoup de transferts immobiliers. Mais il n'y a pas assez d'investissement industriel comme ce que Denis peut avoir en tête, de vraies constructions d'usines, de grues qui montent, etc. Bon. Mais enfin, on est quand même en croissance sur le crédit bail immobilier de 10% aussi. Et puis ensuite, on a le financement de la trésorerie. Alors là, évidemment, avec le préfinancement du CICE, on explose. On est à 150% de croissance. Et on aura fait cette année à peu près 5 milliards d'euros de crédit de trésorerie pour les PME, ce qui est énorme. Et à ceci s'ajoutent tous les fonds propres. Et sur les fonds propres, croissance cette année 40%. C'est drôle parce que lundi après-midi, dans cette salle même, nous avions notre événement Cap Invest avec toute la profession française, toute la gestion française que nous finançons. Alors, on ne finance pas tout le monde, on ne finance pas le mid-market buyout. On n'a pas besoin de nous, il n'y a pas de faille de marché. Mais on finance énormément le capital risque, le capital développement régional, le capital développement d'une manière générale. Donc, il y avait dans la salle 300 fonds. Et bon, on a fait un petit sondage de morale sur le deal flow. Le deal flow remonte. Voilà. Donc là aussi, une espèce de crispation psychologique des entrepreneurs sur la thématique de l'ouverture du capital. Elle se détend très lentement, et ça ne peut se détendre à nouveau que dans le porte-à-porte. C'est dans le tête-à-tête avec l'entrepreneur, on lui explique que, en ouvrant son capital, il ne va pas faire un sacrifice généalogique définitif et total, qu'on n'est pas là pour le bouffer, qu'on est toujours plus intelligent à deux que seul, enfin, ce type de discours. En s'y mettant tous, toute la profession, on fait redémarrer le capital développement. Donc le deal flow remonte, et on avait en face de nous des fonds assez optimiste pour l'exercice 2015. Donc nous, on est en croissance de 40% sur nos injections de fonds propres, que ce soit en direct ou en indirect au travers de notre activité de fonds de fonds. Tout ça, j'en termine là, je crois qu'il faut vraiment marteler ce point, que les entrepreneurs, c'est un peu des sportifs, c'est des athlètes. Et si nous, tous ici, les coachs de ces athlètes, on leur dit que le pays est cuit, il n'y a aucune raison qu'ils courent. Si on leur dit que, hardi petit, on peut tout faire, que tout est possible, que, comme d'habitude, quand on marche en montagne, l'horizon s'ouvre au fur et à mesure où on s'avance, et que, par ailleurs, nos concurrents étrangers, eux, sont dans cette psychologie-là, ils réouvrent les yeux, ils tendent l'oreille, et le désir d'investir revient. Voilà. Donc je pense qu'il y a un énorme sujet de travail collectif sur la psychologie de ces entrepreneurs, qui est une psychologie qui est à la fois très forte, puisqu'ils ont décidé d'être entrepreneurs, ils ont eu ce courage-là, de ne pas être simplement salariés, et en même temps fragile. Il faut avoir conscience de ça. Donc, il faut faire très attention à tous les messages descendants dans la société française vers cette population-là. Merci Nicolas, et surtout pour ces chiffres qui sont impressionnants. Pierre Delauzin, une réaction à Nicolas Dufault, le point de vue des banques à cet égard, notamment pour les PME?
Oui, ben effectivement, les chiffres dont on a parlé au niveau global ne sont pas franchement négatifs en eux-mêmes, puisqu'au contraire, ils sont dans la zone positive. Et je partage tout à fait l'analyse de Nicolas Dufourcq sur le rôle très important de l'aspect psychologique. Et ce rôle important doit être soigné par le contact direct. Alors, pour l'aspect psychologique, nous, au niveau bancaire, évidemment, chacun des réseaux agit. La fédération agit aussi de son côté. D'ailleurs, on vient d'ouvrir un site qui s'appelle un programme avec les PME, donc pour expliquer beaucoup plus clairement les possibilités. On a repris des engagements clairs sur les délais de réponse, sur l'explication de la réponse, sur les recours. Bon, la médiation du crédit a été un exemple très intéressant par rapport à des grandes inquiétudes. Maintenant, en gros, elle se bat un peu les flancs pour trouver des dossiers. Donc, manifestement, cet élément psychologique doit être progressivement diffusé et les ressorts tout à fait impressionnants qui existent dans le pays doivent être réveillés et pouvoir jouer. En même temps, il faut évidemment doser le discours parce qu'il est bien évident qu'à côté de ces facteurs positifs de croissance et d'optimisme qu'il y a dans ce pays, peut-être beaucoup plus que dans des pays voisins, alors que l'impression globale est l'inverse, il y a quand même aussi ces freins colossaux auxquels il faut porter remède et on est obligé aussi d'avoir ce discours sur ces freins qui existent et qui doivent être levés. Et parmi ces freins, il y en a plusieurs qu'on a déjà relevés. Les taux de marge très insuffisants sont un fait objectif. Les problèmes liés au droit du travail sont un fait objectif. Et ainsi de suite. Donc, on est obligé aussi de rappeler les très profondes réformes qu'il faut mener dans ce pays pour que les énergies qu'il recèle indéniablement puissent complètement se déployer. Donc, il faut à la fois, effectivement, faire dans le contexte où on est et dénoncer ces obstacles pour y apporter des solutions. Et là aussi, il y a un travail important qui doit être fait. Et évidemment, quand on voit l'évolution, sans faire de politique, des priorités gouvernementales, on voit qu'il y a un travail d'intégration de ces facteurs-là qui est tout à fait impressionnant, mais qui a besoin d'aller beaucoup plus loin que le stade où il en est aujourd'hui. Donc la mutation psychologique doit jouer dans l'ensemble du pays. Il est clair que l'entrepreneur n'est pas isolé, et s'il n'est pas dans un pays porteur globalement, il n'ira pas aussi loin qu'il serait allé dans un pays qui le serait. Olivier, on a parfois reproché aux réglementations, aux régulations européennes, dans le secteur financier notamment, de ne pas prendre suffisamment en compte cette dimension PME. Qu'est-ce que vous répondez à ce type de critique souvent entendue ? Je crois qu'il y a un problème, mais je crois que la critique est d'assez mauvaise foi. La critique est assez mauvaise foi parce qu'on a essayé de prendre en compte partout la dimension PME. On a des calibrations particulières pour les encours PME dans les ratios de Bâle qui, entre vous et moi, sont probablement incompatibles avec les règles de Bâle. On a décidé de le faire quand même. On a des calibrations particulières dans les ratios de solvabilité assurantielle. Enfin, donc ce qu'on pouvait faire, on a essayé de le faire. Maintenant, on nous appelle à aller plus loin, mais il faut bien que vous compreniez que le problème que nous avons pour calibrer des ratios plus favorables, notamment pour les titrisations de PME, de toute façon sont très faibles en encours, c'est que on est dans le brouillard. C'est-à-dire la visibilité et la transparence de ces marchés, notamment au niveau européen, mais même au niveau national. C'est un peu mieux en France pour des raisons historiques qu'ailleurs. Ailleurs, c'est le brouillard complet. Il n'y a pas de série statistique, même pas sur les défauts. Et donc, ce qu'on nous dit, grosso modo, c'est jusqu'à présent, il y avait une limitation de vitesse à 90 dans le brouillard. Vous l'avez monté à 120, il faut absolument que vous acceptiez de la monter à 160. Ben non. Non, et ce n'est pas ça qui va régler le problème. Et en même temps, il y a un problème, en effet, et je crois que le problème, il a été illustré par l'intervention de Nicolas Dufourcq tout à l'heure, c'est que les problèmes de PME, nous, on peut mettre en place des cadres qui ne soient pas contre, qui soient si possible favorables, mais à la fin, c'est des problèmes granulaires. Ça ne se traite pas à Bruxelles pour toute l'Europe, par définition presque. Alors, on peut faire des choses qui sont plus intelligentes que d'autres. J'ai dit tout à l'heure,
en disant que j'allais le développer, que je n'étais pas sûr que le problème principal en France et en Allemagne, par exemple, ce soit l'accès au crédit des PME. Il peut y avoir des problèmes d'accès au crédit, mais c'est un problème qui est infiniment plus prégnant en Europe du Sud. Par contre, il y a un gros problème d'accès au capital risque et au capital tout court pour les PME. Elles ont du mal. C'est plutôt moins un problème en France qu'ailleurs, encore une fois. Parce qu'en France, comme quelqu'un l'a dit, je crois que c'est vous tout à l'heure, on a un financement, ou c'est Pierre Delezin, on a plutôt plus de financement de capital, on a un système de private equity qui marche bien. D'ailleurs, quand vous vous demandez pourquoi il marche mieux qu'ailleurs, vous vous apercevez immédiatement que c'est parce qu'il a un régime fiscal qui est plus favorable. Il n'y a pas beaucoup de mystère dans tout ça. Et donc, il faut des choses qui sont granulaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ? Nous, ce qu'on peut faire pour aider, c'est permettre cette transparence. Aujourd'hui, par exemple, en France, vous avez 200 ans à peu près de séries statistiques sur les taux de défaut des PME. Alors de tous les acteurs, puisque la Banque de France, méthodiquement, depuis 200 ans, garde ça. Mais c'est les seuls en Europe. Deuxièmement, vous avez une hétérogénéité des crédits PME qui est incroyable. Et aussi longtemps que vous aurez cette hétérogénéité, si vous voulez faire de la titrisation, vous n'y arriverez pas. Parce que vous ne trouverez pas un investisseur qui investit dans un sous-jacent qui ne comprend pas. Donc il y a un sujet, moi je suis à peu près convaincu qu'on doit pouvoir standardiser en 15 grandes catégories les crédits PME. Ça ne veut pas dire que ça sera fixé jusqu'au dernier bouton, évidemment qu'on pourra le customiser pour les besoins particuliers, mais qu'au moins l'investisseur y comprenne de quoi on parle. Puis la dernière chose, c'est qu'il faut avoir un accès, évidemment, à la qualité du sous-jacent, donc à l'historique de crédit de la PME en question, d'une manière relativement standard. Et tant que vous n'aurez pas ça, ça sera très compliqué pour des investisseurs internationaux de comprendre simplement dans quoi on leur demande d'investir, et donc ils ne vont pas le faire. Et, alors tout ça, on peut faire. Tout ça, c'est des choses dans lesquelles on travaille dans le cadre de ce qu'on appelle l'union des marchés de capitaux. Ça permettra un jour probablement de faire de la titrisation de bonne qualité, donc avec des calibrations prudentielles encore plus faibles, et donc d'avoir un marché secondaire qui se mette à fonctionner. Et ça permettra aussi d'encourager l'investissement direct en capital international. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous constatez, c'est que l'investissement en capital dans les PME, il est très largement national. Pourquoi ? Parce que vous connaissez mal, et vous avez assez peu de moyens de connaître de l'étranger les marchés des autres en Europe. Puis dernière chose, là aussi il faut être plus granulaire, on a beaucoup parlé d'accès aux finances des PME. Mais à un moment, il faut se demander quelle PME. Il y a des PME à haut potentiel de croissance, il y a des PME qui ont un faible potentiel de croissance. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas le droit de vivre, c'est très bien. On a besoin de tissus de base dans l'économie avec des potentiels de croissance tout à fait raisonnables. Mais où est-ce qu'on veut concentrer notre action ? Où ça ? Les problèmes, encore une fois, ne sont pas les mêmes dans le nord, dans le sud ou au milieu. Et puis, quel type de financement ? Parce que pas toutes les PME ont les mêmes besoins de financement. Merci. Est-ce que l'un ou l'autre parmi vous veut réagir ? Nicolas ? Peut-être pour dire qu'on a démarré un travail sur la titrisation des crédits de PME français. On l'a fait en 2 étapes. On a créé un fonds de dette dans lequel on loge des crédits qu'on vend à nos clients. Et le fonds de dette revend 80% du risque aux compagnies d'assurance françaises. Bon, c'est des petits montants, hein. Cette année c'est 200 millions d'euros, mais enfin ça a démarré cette année. La deuxième initiative sur laquelle on travaille avec des grands réseaux bancaires français est plus ambitieuse, hein, puisque ça peut représenter plusieurs milliards d'euros. Ça consisterait à faire un tranchage vertical de portefeuille de crédit PME dans les banques. Donc les banques garderaient 50 à 60% de la totalité des risques, évidemment toute la relation commerciale avec le client. Hein. Et BPI France prendrait 40 à 50% de ces portefeuilles, logés dans, à nouveau, un fonds de prêt à l'économie, cette fois-ci garanti à 100% sur notre equity, parce qu'on connaît tous ces clients par cœur, et revendus à des compagnies d'assurance, et le moment venu, quand ces fonds-là seront notés, à la Banque Centrale Européenne. Donc on est assez avancé avec 3 grands réseaux bancaires français sur cette initiative-là, qui peut aller jusqu'à 2, 3 ou 4 milliards d'euros d'allègement de bilan
pour les banques. Alors évidemment, ça a une conséquence, c'est que ça enlève aussi du PNB pour les banques. Donc il faut qu'elles fassent le choix entre est-ce que je veux plus de PNB, mais je charge mon bilan, ou bien est-ce que j'allège mon bilan, mais j'ai un petit peu moins de PNB. Pierre, une réaction ? Oui, la titrisation des créances PME est évidemment une zone à explorer. Je dis bien à explorer, ce qu'il faut bien voir que dans le pays de la titrisation qui sont les États-Unis, elle ne joue pas un rôle significatif. Donc ce n'est pas quelque chose de simple. Comme Olivier Garçon l'a montré, il y a évidemment une beaucoup plus grande difficulté à offrir à l'investisseur un produit lisible et compréhensible du fait de la grande hétérogénéité de ce qu'on met dans la boîte qu'on veut lui vendre. Donc c'est compliqué. Notre analyse a toujours été qu'il fallait qu'il y ait un acteur qui, d'une manière ou d'une autre, bénéficie d'un statut public. Et sur ce plan-là, les initiatives en cours dont on vient de parler entre la BPI et plusieurs réseaux bancaires vont totalement dans le bon sens. En même temps, il faut être lucide, la part de la titrisation PME directe ne sera, selon toute probabilité, que relativement mineur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais au contraire, mais ça sera mineur. La titrisation peut être un outil extrêmement puissant au service du PME par la titrisation des créances immobilières qui peut libérer des masses colossales dans les bilans bancaires. Il faut voir que si, alors faisons un rêve, les 800 milliards qui sont au bilan des banques et qui financent de l'immobilier de particuliers qui achètent leur maison pouvaient être titrisés dans des proportions à l'américaine et de façon saine, parce que le gros de la titrisation aux États-Unis depuis 50 ans est parfaitement sain. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas exagérer le problème de la mauvaise titrisation qui a été catastrophique, comme on le sait, mais qui est une titrisation particulière née depuis une dizaine d'années. Depuis 40 ans, il y a une titrisation de créances immobilières parfaitement saine aux États-Unis. Et c'est celle-là qu'il faut instaurer d'une manière ou d'une autre. C'est compliqué, on y reviendra, mais c'est ça qui pourra libérer de l'énergie et qui permettra de faire le relais lorsque les horribles projets en cours en matière prudentielle auront fait complètement sentir leurs effets et où là, les banques seront réellement contraintes. Olivier Garçon va réagir, mais d'abord, Mr. Eng Seng-Ang, any comment? Yeah, just to add two quick comments. One is the SME financing issue. I think a large part of it is what has been mentioned, that it's a function of the confidence level or lack of it. With the more subdued growth outlook, I think banks have the money, but the question is whether they can get it back. That's I think that's what they are worried about. And for the entrepreneurs, it's a question of whether this is the right time to invest if the economic outlook is not that great and if the confidence level is not high. Can they get the equity investment that they put in back? So that's one. But, there seems to be some signs that things are turning for the better from recent surveys. The other point I want to make is that there's a trend that's ongoing in Europe on the non-bank financing part that is a positive one, in my view. SME financing and needs are not so straightforward as is in one particular form of just loans from the banks. If you are very small, you probably need more equity investments to support that growth first. And that non-bank financing sector in Europe is a lot smaller compared to the US. I mean, across the Eurozone, it's something like about 20% of financing needs by companies are met by the non-bank financing sector, whereas it's about 80% in the US. And this could range from angel investing for very early startup to venture capital funds, which are invested in private equity funds, typical PE funds, crowdfunding now through the internet. And if they are larger, there's no issue of accessing at the moment the bond market. And this is, I see, as a good trend. It provides the diversity of funding sources and meet the needs of SMEs at different stages. I only have one other thing to add to that, is that, instead of calling it shadow banking as if it's a bad connotation to the whole thing, it's something to be embraced, something to be encouraged, something to be promoted for the good of the SME development.
Bien, merci. On va peut-être pas embrayer sur le shadow banking, ça nous emmènerait sans doute très loin, mais je vais me réadresser de nouveau à Olivier qui voulait à la fois réagir à ce que Nicolas Dufourcq et Pierre Delozin ont dit, mais aussi, vous l'avez déjà esquissé, abordé, alors ce nouveau grand projet de la Commission européenne, l'union des marchés de capitaux, qu'est-ce que c'est, comment ça va marcher, à quoi ça va servir par rapport à ces problématiques de financement et de retour à la croissance? Bon, il y a un lien avec le shadow banking, je vais y venir dans un instant. Non, je voulais réagir à ce que disait Pierre Delozin. Nous nous préparons, dans le cadre de cette union des marchés de capitaux, qui est en fait quelque chose qui a déjà commencé. On a publié en mars un plan d'action sur l'investissement de long terme avec une trentaine de mesures qu'on est en train de décliner, qui était un peu le seed capital pour l'union des marchés de capitaux. Et parmi ces mesures, il y en a une que nous déclinons qui fait intégralement partie de l'Union des marchés de capitaux, c'est ce qu'on appelle le régime de haute qualité pour la titrisation. De quoi s'agit-il? J'ai dit tout à l'heure, ponctuellement, on ne peut pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui qu'on est allé, en tout cas pas en restant raisonnablement prudent. En revanche, ce sur quoi on travaille, c'est sur un label de qualité de titrisation. C'est assez simple, ça consiste à retirer autant que possible du risque de la technique même de titrisation. Avec des mesures simples, pas de synthétique, pas de repackaging, de la transparence sur le sous-jacent, je dirais presque de la titrisation à la papa, un truc simple, compréhensible, et dans lequel l'investisseur peut faire sa propre appréciation du risque. Alors, le sujet, évidemment, c'est transparence sur le sous-jacent. C'est pour ça que la titrisation PME, ça va être compliqué pendant longtemps. C'est parce qu'il y a tout un tas de choses à mettre en place pour que cette transparence existe. Elle n'existe pas aujourd'hui. Elle existe à peu près en France, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure. Elle n'existe pas du tout ailleurs. Et donc là, on va faire quelque chose. Mais donc c'est un projet de long terme. Ça ne va pas régler tous nos problèmes dans la minute, évidemment. Mais les grands clients pour cette titrisation, à terme, c'est les PME, mais ce ne sera jamais une baguette magique. Beaucoup plus vite, parce que là, la transparence existe à peu près partout en Europe de manière standardisée, c'est effectivement le crédit hypothécaire. Et puis c'est aussi de beaucoup plus grande masse. Donc on sait très très bien aujourd'hui quelle est la qualité du sous-jacent du 20 ans chez BNP. C'est vraiment pas un sujet. Donc ça, on peut titriser. Si on a un label de titrisation peu risqué et très simple pour titriser ces crédits. Le dernier élément, c'est ce que les Américains appellent skin in the game, c'est-à-dire qu'il y a évidemment une rétention d'une partie du risque par l'institution bancaire afin que les incitations soient alignées. Ça, on sait faire. Et à ce moment-là, nous, on va pouvoir modifier de manière horizontale dans ce même texte les calibrations prudentielles en disant si vous correspondez à toutes ces quantités-là, alors vous avez des calibrations prudentielles beaucoup plus faibles que celles qui sont prévues dans Solvency II, dans CRD4, etc., etc. Et là, on a une bonne chance de faire redémarrer la chose. Deuxième chose, probablement, il faut réfléchir à quelque chose de similaire pour les covered bonds et avoir un label de haute qualité européen. Tout ça, ce n'est pas obligatoire, mais évidemment, c'est intéressant pour les institutions financières de l'utiliser. Alors, qu'est-ce que c'est que la Capital Market Union? C'est déjà commencé par le bas à l'expliquer. C'est plusieurs choses. Ce n'est pas la Banking Union, c'est-à-dire ce n'est pas une construction institutionnelle qui consiste à fédéraliser la gestion de nos marchés de capitaux au niveau de la zone euro, comme on a fédéralisé nos marchés bancaires et leur supervision et leur régulation au niveau de la zone euro. C'est un projet à 28, ce n'est pas un projet à 18. On a utilisé la formule Capital Market Union, Union des marchés de capitaux, parce qu'elle rappelait l'union bancaire qui avait plutôt bien marché. Mais la réalité, c'est que c'est quelque chose qu'on aurait plutôt appelé d'un nom moins sexy, c'est la création du marché intérieur des capitaux. Pas beaucoup plus que ça. Mais elle n'existe pas déjà ? Ben non, il n'existe pas déjà. Et le marché des capitaux en Europe est extrêmement fragmenté. Il est fragmenté pour des raisons qu'on connaît. Je viens d'en parler, notamment des raisons d'absence totale de transparence. Il est fragmenté par des raisons qu'on connaît, mais que probablement on ne va pas attaquer directement, parce que si on les attaque, on sait très bien qu'on ne va faire aucun progrès
Donc on aimerait mieux faire des progrès là où c'est possible et avoir des résultats que d'attaquer par les grands principes et se retrouver bloqué. Que sont-ils? Qu'est-ce qui fragmente aujourd'hui les marchés de capitaux en Europe? Des droits de la propriété, des titres extrêmement différents. Si on attaque par là, on est bloqué immédiatement. Je suppose que les anglo-saxons ne sont pas extrêmement pressés d'aller sur un modèle continental. Et les continentaux n'ont aucune envie d'aller sur un modèle anglo-saxon. Donc, terminé. Les droits de la faillite. Je vois mal qu'on puisse les harmoniser demain matin. La fiscalité. Vaste programme à l'unanimité. Donc tout ça, les régimes de supervision. Est-ce qu'il faut un superviseur unique des marchés de capitaux? Je pense que si on attaque le problème par n'importe lequel de ces portes-là, la porte se referme tout de suite et on n'avance pas. Donc ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut dire que ces problèmes existent, parce qu'ils existent, mais c'est peut-être pas... Là où on a des marges d'amélioration de la situation réelle, c'est pas là. Alors, où on a des marges d'amélioration de la situation réelle, c'est sur des choses qu'on connaît, et puis sur des choses qu'on ne connaît pas. Les choses qu'on connaît, j'en ai un peu parlé. La transparence pour les PME, notamment. Comment ça s'organise, comment ça se connecte avec le registre que met en place la Banque Centrale Européenne. Comment est-ce qu'on peut travailler avec la Banque Centrale Européenne pour que ce registre ne soit pas zone euro, mais qu'il soit Europe entière, etc. etc. Est-ce qu'il faut... Qu'est-ce qui fait que les systèmes de private placement en Europe ne fonctionnent pas, ou pas très bien? Quels sont les pays dans lesquels ils fonctionnent bien? Pourquoi? Comment on peut exporter ça? Ce n'est pas forcément législatif. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles probablement, notamment pour les PME, on a trop de contraintes. Pourquoi est-ce que, par exemple, les small caps ne fonctionnent pas très bien? Elles sont chères, elles sont compliquées, et il y a probablement une responsabilité des régulateurs parce ils pèsent sur les PME une charge lorsqu'elles veulent se faire coter dans une small cap qui est pratiquement la même que pour une grande entreprise qui va sur une bourse. C'est probablement pas raisonnable. Dans MIFID, on a un système qu'on appelle le SME Growth Market. Il va y avoir un vrai sujet qui va arriver au début de l'année, qu'on va devoir discuter avec nos amis superviseurs nationaux, qui est comment on va calibrer les obligations pour avoir quelque chose qui est à la fois sûr pour l'investisseur, qu'on n'ait pas un problème du type de ce qu'ils ont eu en Espagne, par exemple, mais qui en même temps est raisonnable pour les entreprises, de sorte que ça ne leur coûte pas une fortune et qu'elles ne doivent pas embaucher 5 personnes pour comprendre comment il faut faire. Voilà. L'union des marchés de capitaux, c'est tout ça. Et puis, troisième et dernier trend, je dirais, il y a tout ce qu'on ne sait pas. Parce qu'il y a tout un tas de raisons qui sont idiosyncratiques à chaque État membre, tout un tas d'obstacles, tout un tas de régulations, qui font que c'est très compliqué de collecter des fonds dans un État membre et d'investir dans un autre. Il y a tout un tas de choses comme ça qui sont extrêmement compliquées. Certains obstacles ont de très bonnes raisons d'être là. Lutte contre la corruption, par exemple, ou contre le blanchiment d'argent. Et puis d'autres ont peut-être pas de très bonnes raisons d'être là. Simplement, comme ils ont toujours été là et que personne ne s'est posé la question, on n'en sait rien. Et nous, ce que nous soupçonnons, c'est qu'une grande partie des obstacles à l'investissement en Europe, ce sont des petites choses, mais dont l'accumulation rend ça extrêmement compliqué. Et comme c'est extrêmement compliqué, vous ne le faites pas. Et vous investissez votre argent ailleurs. Mais un des paradoxes, est-ce que ce n'est pas souvent que pour les PME, il y a ce biais national parce que l'accès à l'information est plus facile au niveau national, les private placements fonctionnent bien, mais d'une manière limitée nationale. Si on passe au niveau européen, qu'est-ce qu'on fait? On complexifie parce qu'on crée quelque chose qui plaît à tout le monde. Le résultat, c'est que c'est plus lourd, c'est plus compliqué, et tout le monde râle aussi, et ça ne marche pas vraiment. Comment est-ce que l'union des marchés de capitaux va sortir de cette contradiction? Ce n'est pas une contradiction, parce que ce que j'ai essayé d'expliquer, mais je vais le redire, c'est que l'idée n'est pas de plaquer sur la réalité européenne des marchés de capitaux un grand jardin à la française, une grande construction cartésienne, et d'essayer d'y faire rentrer la réalité. L'idée, c'est de manière extrêmement pragmatique, en partant des problèmes qui se posent,
d'essayer de voir quels sont ceux qu'on peut aider à régler par une action au niveau européen. Et il y en a un certain nombre qu'on ne peut pas aider à régler par une action européenne. Il y en a un certain nombre où c'est possible. Pour rentrer un peu dans le détail, ce qu'on va faire en process, au début de l'année prochaine, on va publier un livre vert parce qu'on veut que les acteurs du marché nous donnent du feedback. Et puis, Lord Hill, le commissaire qui a succédé à Michel Barnier dans cette fonction, va mobiliser ses collègues ministres de l'économie et des finances à l'ECOFIN du mois de décembre en leur disant exactement ça, c'est-à-dire on ne veut pas vous plaquer un modèle unique, il y a des choses pour lesquelles il faut des règles communes, il y a des choses pour lesquelles ce n'est pas forcément déterminant. Par contre, on veut que vous nous aidiez très granulairement à comprendre quels sont les obstacles aux investissements dans votre pays et que donc vous démultipliez l'effet de ce livre vert au niveau de la France, au niveau de l'Allemagne, au niveau de l'Angleterre, etc., etc. Parce que nous, on n'est pas équipés pour faire ça. Qu'est-ce qu'on a comme résultat d'un livre vert? On a M. Ramex qui nous répond, on a M. Delozin. C'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est par définition pas très granulaire. On a besoin de démultiplier, d'avoir une capillarité qui est à la hauteur des problèmes, parce qu'on soupçonne que les problèmes, ils sont très capillaires. Et ensuite, on verra, on va dépouiller tout ça, et puis on verra ce qu'on peut faire nous, ce qu'on invite les États membres à faire, parce qu'on pense que c'est intelligent, puis ils feront ce qu'ils voudront. Et donc, comment se répartissent les responsabilités? C'est ça l'union des marchés de capitaux. C'est pour ça que c'est un peu plus compliqué à expliquer qu'un grand projet pharaonique, etc. Mais en même temps, si on veut que ça marche, vraiment, c'est la condition. C'est d'aller dans le détail. Denis Ranck, qu'est-ce que vous pensez de ce grand projet? Et si vous avez, dans le cadre du livre vert, quelques idées à envoyer à la Commission européenne, qu'est-ce que seraient vos grandes réactions et vos grandes propositions? Bon, je suis bien incapable de rentrer dans la technicalité du sujet. Je ne suis qu'un ingénieur et un industriel. Au risque d'aller contre le paradoxe que vous avez invoqué, je pense quand même qu'on a besoin de plus d'Europe, plus globalement. Donc moi, chaque fois que je vois se mettre en place des systèmes européens, je suis favorable, à condition bien entendu que ça ne vienne pas complexifier, alourdir et une couche supplémentaire. J'ai déjà dit qu'on avait trop de couches. Mais regardez Airbus, nous avons notre siège social à Amsterdam, notre siège opérationnel désormais unique, heureusement, à Toulouse. Notre CFO est à Toulouse, notre trésorier est à Munich, il travaille avec Londres, Paris et Francfort. Bon, on se débrouille, mais quelle complexité par rapport à Boeing qui vit dans un État fédéral avec une seule loi à peu près et un marché domestique. Je crois de façon générale, je suis frappé dans l'évolution de notre Europe, c'est qu'autant beaucoup a été fait pour unifier les marchés, autant peu a été fait pour unifier les régulateurs. Or, dans les marchés régulés, quand le régulateur est éclaté par pays, ben, le marché ne peut pas être unique. Regardez les télécoms. Alors, dans les avions, on a de la chance. Il n'y a plus qu'un seul fabricant d'avions en Europe. Il eût été, enfin deux avec un pour les grands avions, un pour les plus petits, il eût été quand même paradoxal que nous ayons 28 autorités qui certifient la sécurité de nos avions. Donc depuis quelques années, mais quelques années seulement, moins de 10 ans, on a une seule autorité pour certifier les avions. Heureusement, il n'y a plus qu'un fabricant. Mais dans combien d'autres secteurs, notre croissance est limitée par le fait que, dès lors qu'on est dans un secteur régulé, on a autant d'autorités de régulation que de pays. Je crois que ça mériterait un peu de réflexion. Je suis frappé qu'en 40 ans, tellement a été fait pour réunir les marchés, et si peu a été fait pour réunir les régulateurs. Alors, je suis incompétent en matière bancaire, donc j'ai élargi le propos volontairement à d'autres secteurs que la banque et la finance. Juste une réponse rapide. Pour les régulateurs de marché de capitaux, il existe l'ESMA. Est-ce qu'on va aller vers un renforcement important des pouvoirs de l'ESMA? J'ai remarqué qu'Olivier Guersan était sceptique à cet égard pour des raisons que je comprends. Pour des raisons de pragmatisme pur. Oui. Vous savez, si les États membres ont délégué leur pouvoir en matière de supervision bancaire, c'est parce que la maison était en feu et qu'ils commençaient à sentir les flammes leur lécher les chaussures. Sinon, ils ne l'auraient jamais fait. Et j'espère que la maison ne sera pas en feu sur la question de marché. Et donc, je crains qu'il n'ait aucun appétit pour déléguer leur pouvoir de supervision.
Pierre, maintenant, une réaction au projet d'union des marchés de capitaux. Comment est-ce que les banquiers voient les choses? Et là aussi, dans le futur livre vert, si vous avez quelques idées à défendre en priorité, qu'est-ce qu'elles seraient? Oui, j'ai beaucoup apprécié l'intervention d'Olivier Garçon parce qu'effectivement, il faut se dépatouiller avec l'image un peu fausse que donne l'idée union de marché de capitaux. On imagine très spontanément l'uniformisation avec un jardin à la française, alors qu'effectivement, là, le maître mot est plutôt pragmatisme. Il s'agit effectivement de faire en sorte que les choses marchent au mieux. Et là, je ferai une distinction assez forte, précisément, selon la taille des entreprises. Plus une entreprise est grande, plus on est dans la situation que décrivait Denis Rank, avec un besoin de règles le plus homogènes possible. Plus on descend en taille, plus on se trouve à la fois sur des réalités locales qui existent et qui sont celles sur la base desquelles il faut bâtir. C'est-à-dire qu'il faut à ce moment-là que le plus possible les outils soient entre des mains locales, et il faut que l'union en question, l'union de marché de capitaux, serve à lever des obstacles. Et Olivier Garçon en a cité plusieurs qui nous apparaissent extrêmement importants. Il est effectivement aberrant que le coût, les contraintes pour une entreprise petite ou moyenne, enfin relativement petite ou moyenne pour le marché, soient extrêmement proches de celles des grandes entreprises. Ce n'est absolument pas réaliste. Donc nous demandons qu'il y ait un chariot, et là je prends notamment ma casquette à ma fille, nous demandons à ce qu'il y ait dans le projet d'union de marché de capitaux un chapitre et idéalement un texte qui soit dédié spécialement aux capitalisations petites, moyennes et moyennes grandes et qui vise notamment à la facilitation et à l'allègement de manière à ce qu'effectivement le marché apparaisse comme quelque chose d'accessible. Ça entraîne aussi d'autres sous-chapitres, un sous-chapitre qui est l'analyse financière, research, qui est tout à fait essentiel, qui n'est pas rentable à ces niveaux-là. Et ce que nous constatons, c'est qu'il y a chaque fois de nouvelles règles qui rendent plus difficile et plus complexe pour les intermédiaires de faire de l'analyse financière, notamment pour ces capitalisations-là. Des règles qui peuvent être parfois adaptées, on peut en discuter, mais pour les très grandes capitalisations, deviennent de plus en plus ubuesques et mortelles au fur et à mesure où on descend en taille. La même chose vaut pour un chapitre extrêmement important qui est la tenue de marché, le market making. C'est un enjeu totalement décisif parce qu'on peut parler tant qu'on veut des marchés de capitaux. Il est assez rare qu'ils fonctionnent tout seuls sans des intermédiaires qui aident à faire le marché. Quand je dis faire le marché, ce n'est pas nécessairement formellement quelqu'un qui a pris des engagements publics et visibles de sortir des prix à l'achat et à la vente cotés de telle et telle manière. C'est plus généralement tout ce jeu des intermédiaires pour servir leurs clients investisseurs notamment en facilitant les transactions. Ça, c'est totalement vital. Et c'est vital de manière là aussi différenciée parce que les besoins ne sont pas les mêmes pour les grandes capitalisations et celles petites et moyennes. Il faut en tenir compte. Et évidemment, ça suppose qu'il y ait des acteurs. Alors là, nous sommes bien placés en France dans la mesure où nous avons, à côté d'acteurs petits ou moyens et d'une certaine présence d'acteurs étrangers, nous avons parmi les plus gros joueurs hors, disons, le pôle à dominante américaine qui est à Londres. Et il est totalement vital que ces joueurs puissent continuer à jouer. Et donc que la notion de tenue de marché prise au sens large soit reconnue comme une priorité majeure. Et sur ce plan-là, il est évident que le projet en cours, dit projet Barnier, suite au Liikanen, qui aboutirait probablement en l'état pour les banques françaises à la quasi-disparition d'une très grande partie de cette activité-là, doit être très sérieusement revu, notamment pour prendre en compte la tenue de marché et l'exempter de la filialisation obligatoire. Il est bien évident qu'avec leur taille, les banques françaises seront forcément prises dans la nasse d'une filialisation obligatoire s'il y a, d'une manière ou d'une autre, des calibrations. Mais ces calibrations seront forcément telles qu'elles sont prises dedans, sinon il n'y a plus personne, il n'y aura plus que Deutsche Bank. Donc elles seraient prises dedans, et à ce moment-là, on priverait l'Europe hors américain de Londres de ses principaux acteurs. Et donc ça serait parfaitement dévastateur pour l'union de marché des capitaux. Autrement dit, l'union de marché des capitaux me paraît un signal extrêmement positif parce que précisément, il prend positivement les choses en termes de facilitation. Et il faut peut-être que ça nous aide à chasser un certain nombre de fantasmes
et de mauvais génies nés à la suite de la crise, mais qui prennent des formes actuelles propres au contraire à remettre en question l'optimisme que l'on veut insuffler par ailleurs. Ça, c'est un enjeu tout à fait essentiel. Mr. Eng Seng An, could you comment also on the Capital Market Union idea? Is it the right thing to do to promote growth in Europe and in France? Well, there's been lots of discussion, if not been that easy to follow all of it, but the growth here, stimulating growth, the question of getting more growth out of this region here, I would just make that general comment that, of course, it's a European-wide problem. It's not so much as a French issue. And there are no easy solutions. It's a tough one. It's a one where you require not just more the capital market solutions, but I think more fundamentally in the three main levers that we have for stimulating growth. A, the QE part. B, economic stimulus. And C, structural reforms. I think QE, where, you know, what ECB has done and has announced in terms of additional steps that it will be taking, it's great, and it's about pushing it as far as you can. But QE alone doesn't solve all the problems. It buys us some time, and it reduces the cost of projects, but it doesn't fundamentally solve some of the challenges that we face today. Economic stimulus, it's a key part of the whole package. It's going to be a sort of a package approach. The recent announcement by ECB on that 21 billion euro to leverage the private sector to a 300 billion euro fund to invest in strategic projects, I think is a great one. It's a one that is sorely needed. But again, also maybe itself is not enough. What else can France do? I think that there's room for France itself to do something similar. And what does that mean? There's fiscal constraints, so there's less that flexibility there to stimulate the economy with public investments. Then the question is, of course, is that the only avenue? No, there are many other choices or ways to try to stimulate the economy through more pro-business policies, making more projects available, tapping on your strength in certain areas to tap more private and international capital. I mentioned earlier on that you have one of the better regime in terms of regulatory framework for infrastructure. Across Europe and maybe even here, personally, I may be surprised that given where the state of the broad economy is, there hasn't been more proactive measures by various governments to make available more projects in an appropriate form that can be invested by investors. Structural reform, again, I note that France here has taken quite a few steps towards improving flexibility in the market, reducing costs, and cutting some taxes. The more you can do here, obviously, the better it is. And in a global economy, it's really about relative competitiveness. What you do in absolute terms that may be deemed currently already sufficient for your needs, in relative terms, compared to what others are doing, the other countries, vis-a-vis the world, there has to be a judgment whether more needs to be done, and a more aggressive or more ambitious, more fundamental package of reforms could do wonders in terms of improving even the sentiments. We don't have to look far. If we look at Asia, just the very election of the new Prime Minister Modi in India has created a lot of buzz. The stock markets have risen up a lot, and there's just a mere expectation that he is the man who will bring more reforms to the economy, has raised sort of investor sentiment a lot. So how do we get there? And it's coming up with a package that is really viewed to be very credible and
fundamental and that will change and improve the overall competitiveness of French over the longer term, that will, in fact, may have some quick, immediate beneficial impact in raising confidence and outlook. Nicolas, à ton tour, est-ce que tu as une réaction au projet d'union des marchés de capitaux tel que notamment Olivier Gerson a présenté? Et peut-être juste une question aussi peut-être plus spécifique. Dans ce cadre, on parle parfois de déficit, en France ou en Europe, de capital amorçage sur des petits montants. Est-ce que, à ton avis, le crowdfunding peut être une solution ou un morceau de solution? Honnêtement, sur le... Ça marche, hein? Non. Oui, sur l'union des marchés de capitaux, j'ai très peu à dire. Je ne connais vraiment pas le dossier. Sur l'amorçage et le crowdfunding, alors en France, il y a des initiatives publiques quand même assez lourdes qui ont été lancées depuis le programme des investissements d'avenir, c'est-à-dire depuis 2010. Ça s'appelle le Fonds national d'amorçage. Et c'est 600 millions d'euros d'argent public injectés dans une trentaine de fonds d'amorçage qui génèrent eux-mêmes leur contrepartie privée. Donc en face des 600 millions d'euros, on collecte à peu près 400-450, ce qui veut dire qu'il y a 1 milliard d'euros dans l'amorçage français aujourd'hui à déployer. Avec, encore une fois, une trentaine d'équipes. Une équipe, c'est quoi? C'est 3-4 personnes, des investisseurs qui sont spécialisés dans l'amorçage. Il y a des fonds nationaux, il y a des fonds birégionaux, Franche-Comté, Alsace, enfin, bref, Rhône-Alpes, PACA, etc. Ça démarre, le deal flow est bon. Bon, on est à la manœuvre là-dessus, c'est notre activité fonds de fonds. On ne fait pas d'amorçage en direct, nous, BPI-France. Et ce qu'il faut qu'on fasse et qu'on obtienne, c'est que ces fonds travaillent à la vitesse de l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'on est encore dans une temporalité qui est un peu, parfois un peu lente. Et l'entrepreneur n'a pas le temps d'attendre des mois et des mois d'instruction d'un dossier, étant entendu qu'on parle de projets là qui n'ont pas de chiffre d'affaires. L'amorçage, c'est quand il y a moins de 150 000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment des slides. Et si c'est transparent, on est convaincu, on n'est pas convaincu, mais on n'a pas besoin de 6 mois. Donc notre travail, nous, c'est d'aiguillonner un peu cette nouvelle profession. Il y a très peu de pays européens qui ont autant d'argent mobilisé sur l'amorçage aujourd'hui. Enfin, je ne sais même pas s'il y en a un autre qui aujourd'hui aurait mobilisé 1 milliard d'euros. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le pays. Le crowdfunding, c'est fondamental. L'autre jour, on a fait un meeting de 200 entrepreneurs en région parisienne et on a fait monter sur scène un jeune de 28 ans, absolument incroyable, exceptionnel, qui a lancé une campagne de crowdfunding pour son projet. Il voulait lever 60 000 euros. Il a levé 1,3 million d'euros en crowdfunding. Donc, quand le projet est bon, que le marketing du projet est bon, on voit la puissance qu'il y a derrière tout ça. Alors, ça posera des problèmes de régulation tôt ou tard. Ça, c'est sûr qu'il va y avoir des déceptions. Mais il y a quand même, c'est un phénomène à côté duquel on ne peut pas passer. Alors, qu'est-ce qu'on fait nous, BPI France? On ne fait pas de crowdfunding, mais on a bâti une plateforme de place de marché, d'une certaine manière, dans laquelle sont référencés tous les sites de crowdfunding français, qui s'appelle tousvosprojets.com. Donc, quand un entrepreneur ne sait pas très bien quelle plateforme choisir, il va sur tousvosprojets.com et il se repère un peu dans ce nouveau biotope. Merci Nicolas. Comme vous le savez, donc le crowdfunding, c'est un sujet pour nous, régulateurs, important. Un nouveau cadre a été mis en place en France à compter du 1er octobre de cette année. Et évidemment, on espère que ce cadre est à peu près équilibré entre la protection des investisseurs d'un côté et le financement de l'économie. C'est toujours pour nous, régulateurs, de l'équilibre compliqué. Rapidement, pour finir, Pierre, on n'a pas du tout parlé d'un autre aspect du fonctionnement du marché de capitaux, c'est le recyclage, si je peux utiliser ce terme, de l'épargne. En France, on a une épargne abondante. Est-ce qu'elle est correctement orientée vers l'économie réelle? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Oui, pour reprendre sur le sujet précédent, ce qu'on est très frappé, c'est du décalage entre l'extrême souplesse du statut de ce que vous appelez crowdfunding, que j'appelle le financement par la foule personnellement, mais qui effectivement est très très allégé, et puis tout à coup l'énorme falaise qu'il faut monter dès qu'on arrive sur le grand marché où les règles deviennent totalement démentielles. Donc il y a probablement un besoin d'aménager des rampes avec des escaliers entre les deux et de rendre beaucoup plus accessibles des formes plus classiques de marché. Ça apparaît une priorité extrêmement forte, mais c'était le sujet précédent. Alors, sur l'orientation de l'épargne, c'est clair qu'il y a une épargne jugée importante en France.
Moi, je ne suis pas choqué qu'il y ait une épargne importante. Il me semble que dans des pays en compétition internationale, avoir une forte épargne est en soi un atout. Évidemment, le problème, c'est que la nôtre est mal orientée, c'est-à-dire elle est massivement sur l'immobilier. Alors, je ne veux choquer personne dans la salle, mais enfin, indéniablement, il y a une surpondération de l'immobilier qui se traduit par les prix. Il ne se traduit malheureusement pas dans la construction. Alors, ce qu'il faudrait favoriser, c'est la construction, c'est-à-dire libérer du foncier, priorité absolue, qui suppose évidemment des choix politiques lourds, pas coûteux budgétairement, mais très coûteux politiquement. Mais ce serait ça la priorité. Et en revanche, les avantages de l'immobilier par rapport aux investissements financiers devraient être sérieusement revus. Et un autre qui devrait être sérieusement revu, et là je parle à titre personnel, c'est évidemment toute l'épargne courte, qui a un régime très avantageux par rapport à l'épargne longue. Dans l'épargne longue, le régime global est tellement mauvais qu'on a aménagé des niches, parfois énormes, pour essayer de le rendre possible. Alors il y a le PEA, évidemment. Il y a évidemment une partie de l'assurance vie comme telle, mais le gros de l'assurance vie va sur des produits obligataires et non pas sur des produits actions. Et donc, indéniablement, on a un déficit en matière d'argent disponible pour des actions qui est très anormal. Quand je compare avec le monde anglo-saxon, il y a un intérêt collectif pour les actions, si vous voulez, et une part des actions dans les financements collectifs qui est incommensurablement supérieure. Or, le vrai financement de l'innovation, de la recherche, de la création et de l'esprit entrepreneurial, c'est d'abord les fonds propres, c'est-à-dire les actions. Donc nous aurions besoin, sur ce plan-là, d'une révision majeure, c'est-à-dire de ne pas se contenter de niches comme les PEA, ou qu'on vient d'élargir avec les PEA-PME, et c'est bien, de niches à l'intérieur de l'assurance vie avec Eurocroissance, et c'est bien, mais ce n'est plus des niches qu'il faut, c'est un hall. Et donc il faut que la niche devienne la partie principale du bâtiment, et non pas une exception pittoresque mise dans un coin. Et ça me paraît une priorité totalement essentielle. Et ça débouche évidemment sur le problème de la retraite. Et alors là aussi, je vais employer un mot qui n'est pas convenable, mais qui est le mot de fonds de pension. C'est un problème majeur. Mais ça suppose des dispositifs, y compris fiscaux, beaucoup plus avantageux et qui sont parfaitement finançables si on revoit la fiscalité d'autres produits. Évidemment, ça suppose des choix et ça déplaît, pour parler franglais, à un certain nombre de constituencies, mais il faut assumer ces choix-là. Pierre. Si on ne fait pas un gigantesque tournant à 180 degrés en faveur des fonds propres et des actions, on restera dans un cadre mondialisé, forcément une charrette possible. Merci. Je comprends tout ce que tu dis, Pierre, mais en même temps, les outils de financement à disposition des entreprises françaises, aujourd'hui, on l'a dit avant, elles existent, elles sont là. Ils sont là. Non, il y a les deux choses, il y a les deux éléments. Des outils existent sur les actions. On ne peut pas dire que ça soit le trait dominant. Si je prends simplement les grandes entreprises françaises, elles ont une proportion de leur actionnariat qui n'est pas français, qui est beaucoup plus élevée que les pays voisins. Ce n'est pas pour faire du nationalisme, mais il est parfaitement évident qu'il y a un lien plus fort, que c'est un actionnariat national est plus fidèle, il garde une priorité que les autres n'ont pas. Et même si on met à part cette considération, c'est quand même un indice fort de sous-investissement du pays en actions. Et donc, ça me paraît, je dirais, un indice synthétique majeur. Quand on a de très grandes entreprises internationales à un niveau exceptionnel comme la France, il est très anormal que ce soit pour l'essentiel les autres qui nous financent. Merci Pierre. Je vais aller rapidement justement sur ce dernier point de notre table ronde parce que je suis un petit peu en retard. Olivier, est-ce que justement en matière de protection, de traitement des actionnaires minoritaires au niveau européen, il y a des choses à faire ? On a beaucoup fait dans ce qu'on a appelé le printemps des actionnaires. Michel Barnier a fait plusieurs propositions qui enlèvent un peu de pouvoir au conseil d'administration et qui en redonnent un peu aux propriétaires, c'est-à-dire aux actionnaires. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ce soit ça d'ailleurs qui va régler le problème. Je suis entièrement d'accord avec l'analyse de Pierre Delozin. Le problème, il est beaucoup plus profond. Le problème, c'est qu'il y a une corrélation mathématique forte entre la structure de votre modèle social et la structure de nos marchés de capitaux. Et donc, ce n'est pas tellement compliqué à comprendre pourquoi l'épargne française est extrêmement liquide. C'est parce qu'elle n'a pas besoin d'être autre chose. Elle n'a pas besoin. En fait, elle a besoin, mais elle n'a pas l'impression qu'elle en a besoin. Et donc, effectivement, on sait que
nos modèles de financement, le financement de notre modèle social par la solidarité va être submergé par les problèmes démographiques. Donc, il a besoin d'être complété, pas besoin d'être abandonné, mais il a besoin d'être complété. Et s'il était complété de manière intelligente, notamment par des systèmes de fonds de pension, vous auriez une structuration de l'épargne qui serait déjà différente. Il ne s'agit pas de répliquer le modèle américain, en tout cas, ce n'est pas ma conviction philosophique, mais on sait qu'on va devoir adapter le financement. En adaptant le financement, ça va changer la structure de nos marchés de capitaux. Ça, c'est assez clair. Est-ce qu'il faut renforcer les droits des actionnaires? Oui. Des minoritaires en particulier, encore une fois, je ne suis pas certain. Je suis peut-être un peu traumatisé par le fait que dans une vie antérieure, je me suis occupé de droit de la concurrence et que j'ai vu les dégâts que pouvait faire M. O'Leary avec une participation minoritaire sur la stratégie de son concurrent Aer Lingus. Donc je ne suis pas vraiment convaincu qu'il faille donner encore plus d'outils à ces gens-là. Denis, pour finir, en tant que président du Haut Comité de gouvernance d'entreprise, comment vous réagissez aux propos de Pierre et d'Olivier? Est-ce que d'un point de vue plus français, la gouvernance des entreprises est optimale aujourd'hui de votre point de vue, ou est-ce qu'il y a d'autres choses à améliorer? D'abord, en 10 secondes, je voudrais dire à quel point je soutiens le point de vue de Pierre Dolezin sur le fait qu'il faut s'inquiéter que la propriété du capital français soit de moins en moins français. S'il est donné européen, ce ne serait pas grave, ce serait même, je pense, très positif. Je reste européen convaincu, mais qu'il devienne américain et chinois est un souci. Et singapourien? Nous sommes, mais nous sommes très ouverts par définition, mais nous ne sommes pas nous-mêmes en train d'investir à Singapour, ce serait parfait sinon. Donc autant il faut ouvrir largement le marché des capitaux, autant il ne faut pas désarmer unilatéralement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc visiblement, il y a une inquiétude. Et quand les pouvoirs publics s'occupent de telle ou telle entreprise en particulier, parce que ça défraie la chronique que tel actif soit vendu à tel acteur non français, ça me paraît un problème beaucoup plus secondaire que le problème endémique que toute la place de Paris devient progressivement possédée par des intérêts qui ne sont pas forcément les nôtres. En régime normal, tout ira bien. Mais en cas de crise, en cas de tension, en cas de guerre, en cas de je ne sais quoi, il faut bien penser à ça. La défense nationale ou la défense européenne passe aussi, à mon avis, par une réflexion sur ce terrain-là. Pour revenir au Haut Comité, donc c'est vrai que ce Haut Comité est une originalité. Notre code de gouvernance d'entreprise, lui, n'est pas original. Il est très, très voisin de ce que l'on trouve aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. Il est extrêmement sérieux. Je pense que ce code devient, à mon avis, un des critères d'attractivité de la place de Paris par rapport à d'autres, notamment par rapport au code allemand. Nous allons beaucoup plus loin que nos amis allemands. Nous sommes, à mon avis, au niveau de la meilleure gouvernance anglo-saxonne, puisque la Mecque de la gouvernance, c'est certainement Londres. Ce qui est original dans le côté français, c'est qu'au-delà même de la codification en soft law, qui est la règle presque partout, nous avons aussi mis en place un outil de mesure, d'amélioration, d'incitation des entreprises à aller plus loin. Et donc de créer une sorte de retour d'image sur la mise en œuvre du code. Ça, c'est tout à fait original. Et ce qui est original aussi, c'est que ce soit les entreprises elles-mêmes qui l'aient mise en place dans la logique du fait que le code AFEP-MEDEF est un code qui a été mis en place par les émetteurs. Bien entendu, il est largement concerté avec les investisseurs, avec les pouvoirs publics, et de ce point de vue-là, à mon avis, il est au meilleur standard. Mais le fait que les entreprises se soient dotées elles-mêmes d'une instance d'autocontrôle me paraît très positif, et a d'ailleurs beaucoup surpris mes homologues britanniques et allemands que j'ai récemment rencontrés. Donc je crois que c'est un facteur positif, et ça devrait donner confiance aux investisseurs que si j'ai eu un propos sans doute un peu pessimiste sur l'état général de notre pays en matière du fait que nous n'aimons pas beaucoup en France prendre de risques, les entreprises, elles, se sont prises en main. A very quick and last comment, Mr. Ng-Sen-Kang, regarding, for instance, the fact that you, as investors from Singapore, do you feel welcome in France? Are we welcome in France? Yes, like I said earlier, we certainly have not encountered any issues in investing in projects here. In our meetings, in my meetings with companies and regulators here, they've always been pretty welcoming. The experience that we've had, like I said, in investing has been a little different from the public perception of how how welcoming France is to foreign investors. If you read some of the headlines,
It gives the impression that for France, it is the French solution that is preferred. Having said that, we have been large investors, active investors in the real estate, infra, liquid equities, and bonds. We have not faced real issue. So more can be done there. I think it's the rhetoric of some politicians, it's what you read in the press. It's a bit unfortunate, but that is something that needs to be dealt with. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette table ronde. Je me tourne vers l'organisatrice. Est-ce qu'on a le temps de prendre une question de la salle ? Oui, alors s'il vous plaît, j'excuse tout de suite Pierre Delauzin. Je sais qu'il doit partir à 10h30 et je remercie de sa participation. Je crois qu'on a encore 5 minutes pour d'éventuelles questions de la salle. Un monsieur qui tend la main là-bas, s'il vous plaît. Merci. Jean-Pierre Rondeau, donc président de la compagnie des conseils en gestion de patrimoine indépendant. Tout ce qui a été dit est très intéressant, et notamment la fiscalité pour aider l'investissement, la clarté pour le consommateur, etc. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés au fait qu'en tant que conseillers, mais aussi nos clients, au fait que Bercy déqualifie des produits qu'il a tamponnés et que vous, AMF aussi, avez tamponnés. Et donc, pour des raisons dont nous ne sommes pas du tout maîtres, c'est-à-dire le fait que ERDF ne branche pas un panneau solaire à temps avant le 31-12, ou le fait qu'une entreprise holding n'est pas suffisamment intervenante dans les sociétés. Or, nous ne pouvons pas, et nos clients non plus, ne peuvent pas vérifier, si nous le pouvions après, ne peuvent pas vérifier avant que les fonds soient investis. Donc aujourd'hui, nous avons une grande suspicion pour ces produits fiscaux. Merci. Il n'y a personne de Bercy ici. Quand vous dites un agrément non, mais nous de l'AMF, attendons le soutien des gens qui sont autour de cette tribune. Excusez-moi, donc je ne vois pas comment je peux répondre puisque votre question est évidemment exclusivement fiscale et ne concerne pas l'AMF. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Non, je sais bien, mais vous visez un sujet fiscal français. Non, mais je sais bien, mais c'est la requalification fiscale d'un produit. Est-ce que quelqu'un autour de la table est capable de répondre ? Nicolas, je ne sais pas, mais à ma connaissance, Nicolas n'est pas en charge des qualifications fiscales à la BPI et l'AMF non plus. Bien, non, mais j'ai bien noté votre question. Il y a une autre intervention, s'il vous plaît. Il y a 2 semaines, il y avait un congrès, le congrès de l'audace à la Cité de la Réussite, et un des panels était sur libérer l'humain. Et ce que disait le DRH du groupe Airbus, c'était que la difficulté, c'était pour le DRH, mais aussi pour les directions générales, de faire moins de reporting, moins de régulation interne. Donc la question sur une question de bonne régulation, c'est comment est-ce que vos organismes peuvent mieux réguler en libérant et non pas en bloquant. Une question difficile, philosophique. Olivier. Vous savez, votre question me rappelle, on est particulièrement bien placé à la commission pour répondre à votre question. Ça me rappelle un gag des Guignols au milieu des années 90. On faisait dire à la marionnette de Jacques Delors, est-ce que vous connaissez la différence entre le temps réel et le temps administratif ? Non, Delors disait, c'est 2 fois plus long le temps administratif. Et vous connaissez la différence entre le temps administratif et le temps européen ? Non, le temps européen, c'est 15 fois plus long que le temps administratif, parce qu'il y avait 15 États membres à l'époque. Et là où je vous donne raison, c'est que quand vous conjuguez 28 cultures différentes orientations politiques, des réalités différentes sur le terrain,
et que vous essayez de faire une seule réglementation, vous aboutissez assez souvent à quelque chose de compliqué et donc de relativement inefficace. D'un autre côté, la crise de 2008, c'est pour une grande partie une crise de la dérégulation et de la déresponsabilisation des acteurs. Qu'est-ce qui a failli en 2008? Les systèmes de gouvernance interne, notamment dans les entreprises financières, les superviseurs, au moins dans beaucoup d'endroits, et avant les superviseurs, les régulateurs qui n'avaient pas donné aux superviseurs les moyens de travailler. Donc c'est compliqué. Une partie de ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est de regarder, est-ce qu'on n'a pas exagéré? On est à peu près sûr qu'on a exagéré dans plusieurs endroits. Et donc d'essayer de simplifier, tout en gardant le standard de protection qu'on veut. Mais pour vous donner un exemple, on va probablement être obligé, nous, la Commission, de retirer une proposition législative sur la protection des investisseurs. Parce que cette proposition législative, elle est complètement bloquée au Conseil et au Parlement depuis 3 ans. Les Français et les Allemands sont sur des positions complètement différentes, les Britanniques sont sur une autre planète, et donc on va arriver nulle part. Alors, d'un côté, pour monsieur qui posait la question précédente, pas forcément une bonne nouvelle, parce qu'on rate une occasion d'avoir des standards de protection des investisseurs, stabilité réglementaire, etc., qu'on aurait pu avoir dans ce texte. D'un autre côté, si on avait abouti, compte tenu des points de départ si différents, on aurait probablement abouti à quelque chose d'assez compliqué, pour être honnête, et difficile à mettre en œuvre par les entreprises. Et en Europe, je pense qu'on n'est pas encore au niveau de maturation culturelle entre nous, et ça prendra du temps, pour arriver à faire des choses qui sont à la fois pertinentes et simples. C'est quelque chose qu'on a du mal à faire. Mais c'est presque consubstantiel à notre type de construction. On n'est pas une nation, on n'est pas une culture. Et on essaye d'avoir des règles communes qui soient à la fois aussi simples que possible et aussi efficaces. Et souvent, elles ne sont pas très simples. Et donc, il arrive qu'elles soient assez peu efficaces aussi. Merci beaucoup Olivier, parce que je pense que c'est une très très bonne conclusion à cette table ronde. Je vais juste ajouter par rapport à la question précédente que s'il y a un point où je souscris tout à fait, c'est l'absence de clarté d'un certain nombre de règles, notamment fiscales, et de ce point de vue-là, l'AMF s'y associe tout à fait. Merci beaucoup donc à Olivier pour cette conclusion qui est très générale et très pertinente. Merci beaucoup à tous les autres intervenants, M. Heng Seng, Nicolas et Denis de cette table ronde. Et je vous propose donc de faire une pause maintenant et de reprendre à 11h exactement pour la table ronde suivante dédiée à la gestion d'actifs.